Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le cœur du bouddhisme zen. Ploc ploc ploc, le son du monde sans lieu, sans temps. Cerisier en fleurs, vent glacial, frisson. Clair de lune, aboiement, nuit calme. Crissement des pas, carillon, le son. Tit-tit-tit-tit, bruissement des feuilles, ciel rougeoyant. Chuintement et sifflement, secoué par les bourrasques, immobile. Sur la branche du rosier pleureur, la goutte de rosée, mille feux. Soleil d'hiver et crépitement, fumée, senteur. Les arbres, le sol, ce corps, les gens ici, là-bas, même battement. Le cœur de l'homme, lieu du cœur du bouddhisme zen. Maître Huineng, le 6e patriarche, considéré comme le fondateur du bouddhisme zen, s'exprimait ainsi. Ami dans le bien, l'homme est naturellement tout au fond de lui-même, riche de la sagesse de la bodhi et de la prajna. Cependant, son esprit erre au gré des circonstances et il ne peut s'en rendre vraiment compte par lui-même. C'est pourquoi il doit recourir à un grand ami dans le bien qui lui montrera la voie, et lui fera voir son essence. Ces quelques lignes résument tout le paradoxe de l'être humain. Étant de manière inaltérable, originellement et fondamentalement éveillé, il lui faut cependant rechercher aide afin de se retirer de la vue erronée qu'il a formée quant à sa propre condition. Cette vue erronée, mode cognitif ordinaire, que nous nommerons aussi attitude mentale dualiste ou attitude existentielle égotique, fait obstacle à la prajna. Le mode cognitif ordinaire. Cette vue erronée, ces attitudes, se constituent de par un mode cognitif où le mental, opérant en permanence un mouvement de saisie de l'objet, donne réalité à ce dernier et à lui-même en tant que forme séparée. En d'autres termes, ce que nous pouvons aussi qualifier de relation sujet-objet, accorde réalité à des phénomènes sans existence intrinsèque et impermanent. C'est ainsi que l'être humain dirige toute son attention avec le projet de rendre stables et immuables les objets physiques et mentaux avec lesquels il entre en relation. Investissant toute son énergie psychique dans ce mouvement, il construit alors un ensemble d'idéations qualifiées de subtiles et nobles ou encore de profanes et vulgaires. En tout cela, l'esprit humain poursuit avec constance le même projet. Se démontrer qu'il existe de manière unique, individuelle, permanente. Se prouver à lui-même qu'il existe en tant que moi séparé. Ce mode cognitif ordinaire généralement à l'œuvre chez l'être humain, se structure autour du moi. Cette structuration est le mouvement par lequel l'individu se constitue en personne, c'est-à-dire en une entité consciente de sa propre identité et de son autonomie, mais consciente aussi que sa propre affirmation ne peut s'opérer que dans la relation. Relation aux objets et phénomènes, relation à ses semblables et à la société des hommes. Pour ce faire, l'individu amène à la conscience, que ce soit par les organes sensoriels ou par le mouvement que l'intellect opère sur lui-même, les différents objets vers lesquels il dirige son attention et leur donne réalité. Par ce mouvement, il tente d'établir une relation cohérente avec le monde, affectant à tous ces objets une place, un rôle, une fonction précise. Il les institue par là même en phénomènes en soi, séparés, ayant une existence intrinsèque. À partir de cette relation à la pluralité des phénomènes, l'être humain construit une histoire qu'il veut sienne, générant ainsi sens et identité. Il s'identifie à des moments de son histoire et à une modalité de contact avec le monde que l'on appelle psychologie individuelle, et qu'il les affectionne ou les rejette, n'a de cesse de vouloir leur assurer permanence. C'est à travers cette construction qu'il recherche le bonheur, incapable de percevoir la vanité de cette recherche, car ce sur quoi il porte ses efforts est sans réalité si ce n'est celle qu'il cherche à lui accorder. Le mode cognitif ordinaire est cependant en perpétuel changement. Il évolue entre la conscience dispersée et l'attention dirigée. Dans la conscience dispersée, le mental est happé par différentes cognitions, soumis à diverses productions et n'opère pas le moindre geste mental, susceptible de diriger l'attention. Dans l'attention dirigée, la conscience porte l'attention sur un objet précis. Elle peut s'immerger dans cet objet tout en conservant la faculté de s'en retirer pour se diriger sur un autre objet. Conscience dispersée et attention dirigée se construisent dans une sensibilité plus ou moins grande aux diverses sollicitations qui se présentent, et cela en relation à un état psychologique et physiologique. Si le mode cognitif ordinaire permet à la personne de se mouvoir dans le monde, il va cependant, par son impérialisme, se constituer en mode cognitif exclusif.
Pour le bouddhisme zen, ce n'est pas l'existence de ce mode cognitif qui pose problème, c'est son exclusivisme et son impérialisme. Pour le bouddhisme zen, le mode cognitif ordinaire est une fonction utile pour se mouvoir dans le monde de la forme, mais il n'est qu'une simple fonction au même titre que respirer ou s'alimenter. Cette fonction ne peut donc avoir prétention à diriger l'existence, transformant alors le rapport au monde de l'être humain en attitude existentielle égotique. Il s'agit donc de se défaire de tout mouvement consistant à vouloir prendre pour soi les objets ou les êtres qui se présentent dans le champ de la perception ou de la conscience. Ce qui doit absolument être abandonné, c'est la prétention et la propension du mode cognitif ordinaire à occuper tout l'espace psychique. En effet, cette prétention et cette propension rejettent la conscience dans l'ignorance de sa vraie nature, créant un mur d'illusion qui fait obstacle à ce qui est. Cela afin d'être dans une totale présence. L'inséparabilité de l'éveil et de l'effondrement du mode cognitif ordinaire. Observant ses propres mécanismes mentaux, observant le mode cognitif qu'il met ordinairement à l'œuvre, l'être humain perçoit que son identité se construit dans la relation. Elle se construit dans la relation à une histoire, ma vie, dans la relation aux autres, mes parents, mes enfants, mon compagnon, ma compagne, mes amis. Elle se construit aussi dans la relation à des choses, que la personne considère comme étant sienne alors qu'elle n'en est que la détentrice provisoire, comme dans la relation à des activités et rôles sociaux. Elle se construit enfin dans la relation à une forme physique, mon corps, mes sensations, à une forme mentale qu'elle chérit, mes sentiments, mes idées, mes opinions. Lorsqu'il observe ces mécanismes avec un esprit perspicace, l'être humain réalise qu'il ne s'agit là que d'une construction mentale qu'il opère lui-même. Il réalise qu'il ne s'agit là que d'une configuration sans existence propre, composée d'éléments sans existence propre mais donnant l'illusion, pendant un temps déterminé, d'une identité autonome et totalement indépendante. Pour l'être humain ayant réalisé cela, l'attitude mentale dualiste ou égotique se consume alors d'elle-même, comme se consume toute identification à une existence individuelle intrinsèque. N'étant plus préoccupé par l'idée ou le mouvement le conduisant à s'affirmer en tant que moi, n'investissant plus son énergie psychique dans des projections illusoires et donc dans des mécanismes psychologiques improductifs, n'étant plus habité par la peur de la perte ou l'envie d'obtenir, s'exposant dans la plus totale nudité et le plus grand dépouillement, l'être humain laisse jaillir ce qui est. C'est alors qu'il apparaît que je suis sunya à accent circonflexe. Vivant la prajna, je me tiens en l'espace vide et infini où il n'y a plus ni sujet ni objet, où il n'y a plus celui qui pense et l'objet de la pensée, où il y a pure présence dans la plénitude du vide, où jaillit librement l'amour inconditionnel sans origine et sans objet, où jaillit librement la joie pure sans source et sans limite. Tel est le cœur du bouddhisme zen. Mais si le cœur de l'homme est le lieu du cœur du bouddhisme zen, ce dernier ne peut prétendre à occuper ce lieu, car le cœur de l'homme est au-delà de tout lieu et de toute voie. Samsara et Nirvana sont un. Le monde ordinaire conditionné par la naissance et la mort est identique au Nirvana. La forme est le vide est la forme. Ces énoncés, fondements du bouddhisme zen, n'en restent pas moins purement doctrinaux. Ils ne donnent pas corps à une réalité qui s'impose avec une telle force qu'elle conduit à l'effondrement du mode cognitif ordinaire. C'est pourquoi le bouddhisme zen place au cœur de sa pratique, non pas une doctrine, mais l'expérience. Afin de rendre communicable cette expérience que le langage courant est la plupart du temps inapte à traduire, le bouddhisme zen a très souvent recours au langage poétique. Ainsi, une musique orientale et des odeurs sucrées, le mouvement incessant des passants, tout est parfaitement immobile, silencieux et vide. Le glas sonne, le cortège funèbre s'avance. Dans cette insondable tristesse et ce désespoir absolu, se lit la joie calme et sereine du sans-forme. Sur ces deux visages, où le rictus de la haine creuse de profonds sillons, apparaît le calme absolu chargé d'amour infini. Le monde ordinaire et le nirvana signifie donc qu'il n'y a rien à rechercher en un temps ou espace autre, car tous les phénomènes et formes apparaissant et disparaissant en chaque moment et lieu sont parfaitement identiques au vide infini. En effet, lorsque dans l'expérience la vue que la forme et non-forme jaillit, dans le même mouvement la vue que la non-forme et forme jaillit pareillement. Il n'y a donc nul dualisme mouvement-immobilité, maintenant après, vie-mort, ici ailleurs,
agitation calme, instant présent éternité, absolu relatif, réel néant. Seul l'énoncé par le langage et donc par la doctrine peut entraîner une conception dualiste. L'expérience, elle, est au-delà de cet énoncé langagier. La pratique de la voie selon le bouddhisme zen. La voie abrupte. Pour le bouddhisme zen, il n'y a fondamentalement aucun exercice, aucun moyen, aucune méthode de réalisation. En effet, non seulement il n'y a rien à réaliser, au sens de faire ou parvenir à, mais en outre, faire usage de méthode, c'est immanquablement entretenir le mouvement du mental dualiste. Comme nous l'avons déjà vu, ce mental dualiste n'existe que dans la relation à des activités, méthodes, exercices, etc. Il ne peut non plus y avoir d'activité spirituelle et d'activité profane, de vie spirituelle et de vie profane. Là aussi, ce serait réintroduire un dualisme là où il n'y a aucun dualisme, car l'exercice spirituel se situe dans tout acte de la vie quotidienne, même le plus banal, à la condition de se retirer du mode cognitif ordinaire. En outre, pour le bouddhisme zen, pratiquer sans vouloir obtenir quelque chose est constitutif de la voie. Seul le mental dualiste peut rechercher à obtenir quelque chose. Pour celle ou celui qui vit dans l'esprit d'éveil, il n'y a rien à obtenir car tout est déjà là. Cependant, celui ou celle qui chemine sur la voie est en permanence dans cette tension entre vouloir obtenir et abandonner tout vouloir. En effet, l'être humain est la plupart du temps habité par ce mode cognitif consistant à vouloir faire et à vouloir obtenir. Il est la plupart du temps habité par cette attitude existentielle égotique. Comment l'amener à se retirer de ce mode et de cette attitude ? D'un côté, à mettre l'accent sur les actes de la vie quotidienne comme lieu d'éveil et donc à ne proposer aucun exercice particulier car susceptible d'aboutir à un faire, on s'expose à laisser le mode cognitif ordinaire se perpétuer, se soumettant ainsi à l'existence conditionnée. D'un autre côté, à proposer une stratégie s'offrant comme opportunité de retrait du mode cognitif ordinaire, on s'expose dans la mise en œuvre d'exercices ou méthodes à retomber dans le vouloir faire. On s'expose à instituer de nouvelles formes dans l'ordre du mental, du comportemental, du social, permettant alors à l'attitude existentielle égotique de se renforcer. Il y a là un véritable conflit, une véritable situation de double contrainte. Toute la voie étroite du bouddhisme zen va tourner autour de cette difficulté, autour de cette tension du faire sans faire. Par là même, cette voie évolue sur la corde raide, sans cesse exposée aux écueils découlant de cette double contrainte. Tel est le sens de la voie abrupte. Dans sa filiation avec le bouddhisme, on peut alors avancer que le zen s'est constitué en réaction avec le dhyana indien, méditation concentrée et méthodique, pour mettre l'accent sur l'intuition directe de ce qui est. Dhyana signifie absorption, généralement traduit par méditation. Chanzen signifie union de dhyana et prajna. C'est en relation à cela que les maîtres du bouddhisme zen ont maintes fois soutenu que simplement méditer était passé tout à fait à côté de la grande affaire. La transmission du 5e au 6e patriarche du Chan, transmission qui signe la véritable naissance du Chan zen, et l'affirmation de ce principe fondateur à travers l'établissement du subitisme au détriment du gradualisme. Pourtant, si le bouddhisme zen récuse tout moyen ou méthode de réalisation, il n'a eu de cesse tout au long de son histoire de proposer des exercices, des moyens habiles, que ces moyens soient orthodoxes, hétérodoxes ou même iconoclastes. Les dhyanas bouddhistes et le bouddhisme zen. Avant de considérer chaque exercice du bouddhisme zen, et puisque ce dernier se refuse à assigner un objectif particulier à quelque exercice que ce soit, nous ferons une brève allusion aux dhyanas proposés dans la plupart des écoles du bouddhisme, à savoir samatha et vipassana. En effet, si dans nombre d'écoles, ces dhyanas sont mis en œuvre de manière explicite et souvent selon une procédure codifiée et gradualiste, ils le sont aussi mais de manière implicite dans le bouddhisme zen. Car généralement pour le bouddhisme Mahayana, prajna est considéré comme le fruit de dhyana, alors que pour le bouddhisme zen, quelle que soit l'activité, cette activité est le lieu de la présence pure à ce qui est de prajna. De plus, rappelons-le, si l'on se focalise sur un ou des dhyanas, on rétablit le dualisme, s'éloignant par là même de la présence pure. Pratique de la tranquillité ou samatha.
Cette pratique a pour projet de calmer le corps-esprit par l'attention au corps, aux sensations ou à tout autre objet. Elle vise à faire passer le mental de la conscience dispersée à l'attention dirigée, afin de préparer à la pratique de Vipassana. Samatha, dans la mesure où elle entretient toujours le mouvement de relation du mental à un objet et donc le mode cognitif ordinaire dualiste, n'est pas spécifiquement bouddhiste mais s'offre comme pratique préparatoire. Pratique de la vision pénétrante ou Vipassana. À travers cette pratique, le mental accueille simplement les objets de conscience, c'est-à-dire sans les rejeter et sans les entretenir. Il n'opère pas de mouvement de saisie de l'objet. Il perçoit cet objet comme relatif à une situation conjoncturelle et contingente, donc fondamentalement sans existence propre, impermanent et vide de toute réalité en soi. Vipassana est spécifiquement bouddhiste, car dans cette pratique, le mouvement de relation du mental à un objet s'estompe, laissant apparaître le non-deux de tout phénomène et forme, qu'ils soient physiques ou mentaux. Les exercices et moyens habiles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.